vocation donc d'archiver un petit peu toutes les études, puis de relayer des études modernes et aussi c'est un organisme de formation et aussi de proposer des outils d'aide à la décision qu'on a conçus. On en a conçu plusieurs et chaque fois avec plusieurs panels de professionnels de santé et de non-professionnels de santé. Voilà. Et donc, je voulais vous parler voilà, des outils d'aide à la décision dans la mammographie de dépistage. Je démarre, on y va? C'est parti. C'est parti. Alors, les outils d'aide à la décision dans la mammographie de dépistage, pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a bien une controverse, et même, je pense qu'on est au-delà de la controverse, parce qu'on a un petit peu toutes les évidences qui sont réunies pour montrer que ça ne marche pas. En tout cas, ça ne marche vraiment pas comme on l'espérait initialement. Alors, tout d'abord, on a une obligation d'information loyale et appropriée de la personne qui est inscrite dans la loi française, hein, c'est le code de la santé publique, le code de déontologie, la loi Kouchner, dont on fait, enfin, c'est même au-delà d'il y a 20 ans. On a une véritable incertitude de la balance bénéfice-risque pour la mammographie de dépistage, avec des risques qui, au début, étaient tus, ensuite ont été minimisés, et puis maintenant qui sont vraiment bien identifiés et qu'on connaît parfaitement. Et donc, seul compte le choix éclairé de chaque femme, parce qu'en médecine, seul compte le choix éclairé de chaque patient, et que ça devrait être un petit peu le maître mot, les deux maîtres mots de notre exercice, puisque nous sommes tous et toutes des professionnels de santé, c'est d'abord ne pas nuire, et puis le consentement éclairé de chaque personne que nous soignons. Alors, diapo suivante. Voilà. Donc, voilà la loi Kouchner que je vous fais figurer à gauche, et donc l'article 35 du Code de la santé publique. Hein. Donc, on doit l'information à la personne que nous soignons, et donc l'information doit être loyale, claire et appropriée. Hein. C'est les trois qualificatifs de notre information dès lors que nous proposons quoi que ce soit, hein, que ce soit un soin, un médicament ou un dispositif de santé. Diapositive suivante. Et donc, ensuite, il y a eu donc la concertation citoyenne, donc c'est voilà, la 3, la concertation citoyenne de 2015 qui a été finalisée en 2016, à laquelle j'ai participé sur 2 tables rondes, une pour les professionnels et une pour les citoyennes. Donc, elle était organisée par l'Institut national du cancer sous l'égide de la ministre de la Santé de l'époque, Madame Marisol Touraine. Donc, les citoyennes avaient donc demandé à ce qu'elles aient à disposition. D'abord, elles ont demandé l'arrêt du dépistage tel qu'il est. Donc, ça n'a pas été suivi d'effet du tout. Donc, ensuite, elles ont demandé des outils pédagogiques et une information éclairée. Voilà, donc la phrase, c'était donc le contenu de l'information destinée aux femmes concernées doit être équilibré, complet, avec les facteurs de risque, avec le rapport bénéfice-risque, les incertitudes du dispositif, les suites d'une mammographie positive, les stratégies en fonction des résultats et d'évoquer les cancers d'intervalle sans minimisation des risques et des inconvénients du dépistage. Donc, depuis, l'INCa et la Caisse nationale d'assurance maladie, tous les deux, étaient pointés du doigt par la concertation citoyenne et sommés de donner des documentations aux femmes qui soient beaucoup plus exhaustives et plus loyales. Donc, l'Institut national du cancer a édité quelques flyers et des documents qui malheureusement sont toujours des outils promotionnels du dépistage et pas du tout une information balancée. Et le surdiagnostic est fortement minimisé. Alors moi, je veux bien qu'on donne la fourchette basse du surdiagnostic, mais il y a aussi une fourchette haute. Donc, vous voyez, il y a des éléments d'honnêteté qui manquent, et le surdiagnostic est complètement, le surtraitement, qui est le corollaire du surdiagnostic, est complètement passé sous silence. Donc, ça ne va toujours pas. Donc, diapositive suivante, on a donc pris le taureau par les cornes, et puis on s'est dit qu'il faut le faire. Pourquoi? C'est une tâche difficile mais très utile, parce que plus de 60% des femmes estiment que le dépistage va les sauver, hein, c'est comme ça qu'on le promeut, hein, va diminuer le risque d'avoir un cancer du sein. C'est grâce à la promotion institutionnelle, mais aussi médiatique, que le dépistage réduit de plus de 50% la mortalité par cancer du sein, et que le dépistage est tout à fait anodin. Alors, ceci est figuré dans la diapositive suivante. C'est une étude d'auteur italien, voilà, qui montre donc l'encart du haut. Donc, c'est la perception des femmes sur l'effet de la mammographie, et le chart d'en bas, c'est l'effet réel du dépistage.
Alors, quand on regarde le petit rectangle orange, concernant donc la mortalité, donc en haut, la perception des femmes, eh bien les femmes pensent effectivement qu'avec dépistage, on réduit de moitié le risque de mourir d'un cancer du sein. Quand vous regardez la partie basse, ben, l'effet est tout autre. En vraie vie, quand on fait des études épidémiologiques, qu'on les mouline et qu'on fait ce qu'on appelle des méta-analyses, on se rend compte qu'il faut dépister énormément de femmes pendant un laps de temps très très long pour arriver à isoler peut-être un décès de femmes évité grâce au dépistage. Voilà, la diapositive suivante. Donc, il y a vraiment un gap entre la perception et la réalité des choses. Alors, les bénéfices d'une aide à la décision, donc, vous savez, vous l'avez certainement éprouvé dans vos consultations, hein, que le degré de littératie des femmes est variable. Alors, la littératie, c'est quoi? C'est l'aptitude à comprendre les données scientifiques et les données médicales. Donc, vous avez certainement fait l'expérience que parfois on parle, souvent on s'embarque dans du jargon médical parce qu'on ne fait pas attention et que les personnes n'entendent pas forcément la même chose que vous avez voulu exprimer. Donc, pour éviter ça, donc il y a aussi une population qui souffre d'illettrisme et une population beaucoup plus grande qui souffre de dyscalculie et les médecins sont souvent dedans également. Alors, donc, on a conçu des représentations illustrées qui sont un moyen très moderne et contemporain de représenter les données de la science qui permettent une meilleure compréhension et une mémorisation des résultats. Et donc, des essais cliniques ont montré qu'il y avait un bénéfice évident pour les personnes qui ont reçu un document avec la mention des bénéfices et des risques de chaque décision, surtout majorée si elle est discutée avec un professionnel de santé. Donc médecin ou sage-femme. Donc, on a une amélioration des connaissances des personnes, une diminution des idées fausses, une mise au clair aussi des objectifs, parce que parfois, il y a des femmes qui arrivent et qui disent « Non, mais écoutez, décidez pour moi, moi je ne sais pas ». Au moins, avec ça, vous leur donnez de l'autonomie avec une prise de décision qui va être plus convaincue, plus personnelle, plus investie, et la personne sortira de là avec une meilleure satisfaction quant à la prise de décision qui est la sienne propre. Diapositive d'après. Alors voilà les pictogrammes visuels ou tableaux à points. Donc ça c'est vraiment la façon très moderne de présenter les choses. C'est comme ça qu'on doit présenter les tenants et aboutissants de n'importe quelle mesure qu'on veut proposer aux gens. En cardiologie, ils l'utilisent aussi. Donc les tableaux de points, ce sont des images et ils aident à comprendre et à évaluer les risques auxquels l'usager est confronté parce qu'il s'adapte à la communication des bénéfices et des risques en vraie vie. Il donne les fréquences absolues, c'est-à-dire au lieu des pourcentages enjoliveurs comme 20% de réduction ou 30% de réduction de mortalité, ce qui ne veut rien dire, ça vous donne les fréquences absolues, c'est-à-dire que là, par exemple, donc vous avez deux options qui sont mises côte à côte, l'option sans dépistage, à côté l'option avec dépistage, et vous avez donc une représentation simultanée des données, à la fois de plusieurs données, de plusieurs variables. La mortalité, qui sont les petits points rouges, les fausses alertes, qui sont les points bleu clair, et le surdiagnostic, qui est vraiment le cœur, le problème numéro 1 du dépistage, en bleu foncé. Donc, vous prenez une personne lambda, il y a deux constats que cette personne peut faire tout de suite, sans avoir d'études de bagage scientifique. C'est que le dépistage, pour la très grande majorité des femmes, il ne fait rien du tout. Hein. Vous avez chaque point correspond à une personne. Donc, vous avez plein de petites personnes grises. Donc, pour elles, le dépistage n'a fait ni bon ni mauvais, et neutre. Et quand vous regardez la deuxième constatation que vous pouvez faire, c'est que quand vous regardez la partie des femmes avec dépistage, vous vous rendez compte que malheureusement, ça bouge un peu plus et il se passe quand même beaucoup plus de choses. Des fausses alertes qu'on n'a pas dans l'option sans dépistage, du surdiagnostic qu'on n'a pas dans l'option sur dépistage et un bénéfice qui est quand même fortement à relativiser. Vous avez le gain d'un décès sur 1000 femmes dépistées pendant 10 ans et plus.
d'après la Cochrane, donc c'est une transposition de la méta-analyse de la Cochrane qui, elle, l'évalue donc sur 10 années, sur 2000 femmes. Donc, vous voyez qu'il faut quand même enquiquiner beaucoup de femmes pendant un très long laps de temps pour retrouver un tout petit bénéfice. Alors, il y a ceux qui disent, mais le petit bénéfice, il vaut le coup. Moi, je veux bien tout entendre, mais il faut quand même être loyal et dire aux gens qu'il y a une contrepartie à payer et informer donc les 210 copines qui vont subir du surdiagnostic et des fausses alertes que c'est le risque auquel elles s'exposent. Donc, la personne peut comparer deux options majeures et comprendre et surtout mémoriser, surtout quand ce sont des personnes avec des difficultés de lecture ou de calcul. Diapositive suivante. Donc, nous, on a reproduit, on a réalisé sur notre site, vous verrez cette affiche qui, elle est basée sur l'évaluation Cochrane, donc ce dont je vous parlais juste avant, sur 2000 femmes sans dépistage et 2000 femmes avec dépistage. Donc, c'est la résultante, ce ne sont pas 2000 vraies femmes, hein, c'est la résultante de 8 essais cliniques qu'ils ont moulinés. Et donc, les valeurs, ils les ont projetées sur une population de 2000 femmes afin d'avoir une meilleure comparabilité sur une image. Donc, on a de nouveau donc, à gauche donc, la mortalité sans dépistage, donc 5 décès, à droite 4 décès, donc les fausses alertes qui sont pléthores, malheureusement, ça se vérifie. Les fausses alertes, ce sont des suspicions de cancer qui ne se vérifient pas, mais après beaucoup d'examens complémentaires, même des biopsies, hein, qui sont quand même des actes invasifs. Donc, les 10 surdiagnostics, donc les 10 femmes qui vont être traitées pour rien, qui vont avoir une amputation de sein, une radiothérapie et une hormonothérapie, alors qu'on aurait dû les laisser tranquilles, qu'elles n'auraient pas dû être traitées. Et nous avons inclus dans cette image l'étude de Michael Baum, qui est un oncologue britannique, qui a émis cette étude en 2013 et qui, lui, a fait le calcul, mais si on intégrait tous les décès qui sont imputables au traitement du cancer du sein, donc c'est-à-dire les accidents opératoires, les cancers secondaires induits par des radiothérapies, les leucémies et cardiopathies induites par les radiothérapies ou les chimiothérapies. Et quand on met ça, quand on met ça dedans dans le calcul, on se rend compte que on a peut-être une vie sauvée par le dépistage, mais aussi on a une vie raccourcie à cause des effets délétères du traitement. Donc lui, il conclut en disant c'est un jeu à somme nulle, le maigre bénéfice qu'on a, il est négativement contrebalancé par l'effet délétère des surtraitements. Et voilà, donc c'est une façon assez imagée, moi je trouve, hein, on comprend tout de suite en un regard qu'il se passe quand même des trucs avec le dépistage qu'on n'a pas sans le dépistage. Diapositive suivante. Alors, pourquoi un OAD fait par nous? Parce qu'on est un organisme de formation agréé. Donc là, il y avait un MOOC qu'on proposait, c'est une formation interactive en ligne qui est mise en stand-by parce que nous devons la réactualiser. Il y a beaucoup d'essais cliniques nouveaux qui sont sortis et donc il y a une mise à jour à faire éventuellement. Je pense en 2027, on va pouvoir le relancer. Et on voulait partir de données françaises, ce que la concertation des citoyennes avait également demandé. Il faut essayer de répondre à des questions essentielles que les femmes ont posées et auxquelles les autres outils ne répondent pas, c'est-à-dire les cancers de l'intervalle qui sont l'échec du dépistage, c'est-à-dire ce sont des cancers qui surviennent après une mammo normale, entre deux mammographies. Et c'est un échec du dépistage, pourquoi? Parce que ce sont des cancers très véloces, très agressifs, qui ont une composante intrinsèque d'agressivité et qui sont imparables, qu'on ne peut pas anticiper parce qu'ils sont rapides et parfois parce qu'ils sont tout simplement occultes. Il faut renseigner les femmes aussi sur les décès causés par les surdiagnostics et les surtraitements. Il faut parler du nombre du cancer du sein et des décès hors dépistage. Donc tout ça, ce sont des données qui sont difficiles à trouver pour les femmes de façon sur les sites institutionnels. Alors on a quand même un risque, c'est de donner des réponses qui sont basées sur des estimations. Pourquoi? Parce qu'en France, nous n'avons pas de registre national du cancer. Alors là, il y a un programme de mettre en place ce registre national. C'est une très bonne initiative, mais ça va durer des plombes, hein, ça prend des années. Donc, on a 14 registres régionaux, si je ne dis pas de bêtises, et qui couvrent à peu près 22% de la population française. Donc, à partir de ces estimations d'incidence du cancer et de mortalité, on extrapole sur toute la France. Donc, vous voyez que, bon, on a fait avec ce qu'on avait.
Donc, l'avantage quand même, c'est que notre outil est beaucoup plus exhaustif, hein, donne des données qui sont sinon pas accessibles. Nous avons, alors je vous montrerai après comment on peut accéder à nos outils. Nous avons justifié les calculs, c'est-à-dire qu'il y a une page qui explique pourquoi on en est arrivé là, qui explique, où notre statisticien détaille sa méthodologie, ses méthodes de calcul, et avec une notice détaillée pour les femmes, des tableaux, pour les curieuses qui veulent vraiment comprendre comment on est arrivé à ces résultats-là. Donc, diapo suivante, comment il se présente. Ben voilà, c'est donc c'est un dépliant, hein, un pliant. Donc, vous avez toutes les informations qu'on voulait donner absolument. Déjà, l'explication que le dispositif de dépistage mammographique n'est pas obligatoire, hein. Vous avez souvent des femmes qui pensent que c'est une obligation. Ce n'est pas du tout obligatoire. C'est quelque chose qui est facultatif. Ensuite, la page d'après, on explique en cas de mammographie normale ou de mammographie anormale, quelle est la conduite à tenir et quel va être le déroulé des actions pour elle. La page du milieu, la page centrale, donc c'est le fameux outil d'aide à la décision avec les deux options, avec et sans dépistage, basé sur des données françaises. Ensuite, on parle aussi de la radiotoxicité qui est très peu évoquée et fortement minimisée. Et ça, c'est un problème parce que la radiotoxicité, elle existe, elle est bien là. Moi, je m'en fous de savoir si c'est beaucoup, pas beaucoup, c'est là. Il y a une radiotoxicité. Et elle est d'autant plus importante à connaître qu'en cas de surdiagnostic, les femmes vont subir une radiothérapie. Et là, on rentre dans un autre niveau d'irradiation. C'est encore autre chose. Le dépistage ne réduit pas les traitements lourds, donc là, nous avons fait un encart pour faire comprendre que depuis qu'on dépiste, tout a augmenté. Les mastectomies n'ont pas diminué. Quand on vous dit que les traitements sont plus légers, c'est faux. On a fait une étude sur les mastectomies totales et partielles. Les mastectomies totales restent stables et les mastectomies partielles se sont envolées depuis qu'on dépiste. Les radiothérapies, évidemment aussi, et l'hormonothérapie aussi. Donc, quand on vous dit on propose aux femmes un traitement plus léger, ce n'est pas ça l'enjeu. C'est de proposer aux femmes rien du tout quand il n'y a pas besoin de traiter. Donc, voilà, le dépistage identifie mal certains cancers du sein. Donc, ça, c'est les cancers d'intervalle dont on parle. Et la dernière feuille évoque la possibilité, si je ne vais pas au dépistage, qu'est-ce qui se passe? Donc là aussi, nous donnons un renseignement aux femmes qui n'est jamais donné. Qu'est-ce qui se passe si je n'y vais pas? Eh bien, ça ne déclenche pas les foudres de l'enfer. Et on explique pourquoi. C'est une option qu'une femme peut très bien envisager. Diapositive suivante. Donc, le tableau explicatif, donc ça, on l'a mis donc sur le site parce que c'est très touffu, c'est très dense, hein. Donc il y a toute une partie texte, on explique les bénéfices chiffrés et les inconvénients du dépistage avec les conséquences du surdiagnostic qu'on explique. Donc avec une conclusion. Et donc, vous avez 2 QR codes où vous pouvez accéder au site, hein. Vous pourrez après éventuellement les tester, où vous arrivez à, notamment le QR code rouge, arrive à une page où on vous explique donc les différents choix, les différentes hypothèses. Donc, c'est beaucoup plus touffu, beaucoup plus dense. Il faut un peu plus de temps pour le lire, mais au moins, notre outil d'aide à la décision, il est exhaustif. Il vous raconte tout, y compris comment on a fait, comment on a calculé et toutes les références que nous avons utilisées. Diapositive suivante. Donc, c'est un résumé de ce que je vous ai dit. La partie visuelle à point, hein, donc sur des données françaises, les données pour le groupe avec et sans dépistage, en renseignant sur la mortalité, sur les surdiagnostics, les fausses alertes, sur les biopsies inutiles, sur le surtraitement, évidemment, sur les cancers d'intervalle. La partie, ça c'est la partie visuelle à point, et la partie texte qui concède les intertitudes, effectivement, qui contient les informations demandées par la concertation citoyenne, hein, que nous avons évoquées au slide numéro 3. On conclut aussi en expliquant, il y a 2 choses importantes, je trouve, dans notre OAD, c'est qu'on conclut en rassurant, c'est-à-dire qu'il faut faire comprendre à la femme qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Ce n'est pas oui ou non au dépistage mammographique, il n'y a qu'une seule décision valable, c'est la sienne, en fonction de
des données de la science que nous exposons, mais aussi du vécu et des convictions des femmes. Moi, je peux entendre qu'une femme m'explique, bon, je comprends tout ce que vous dites, mais moi, ma mère en est morte, ma cousine à 25 ans, elle en est atteinte, ma voisine, j'ai trop peur, je fais le dépistage. C'est des choses qu'il faut entendre, ce n'est pas des choses rationnelles, mais tout ça, ça fait partie de la biographie personnelle de la femme que vous avez devant vous. Et ce qu'on rappelle aussi dans l'outil d'aide à la décision, c'est que, indépendamment du dépistage, tout symptôme doit amener la femme à consulter. Donc, n'importe quel symptôme que la femme interprète comme pas normal doit évidemment amener à une consultation. Ça, c'est une évidence, mais c'est bien de rappeler un petit peu. Donc, donc, il y a eu un comité de relecteurs, donc il y avait une dizaine de personnes, des professionnels de santé et des usagers. À chaque outil qu'on a élaboré, il y avait un panel de relecteurs. Diapo suivante. Alors, donc, une proposition, on vous fait ici une proposition de déroulé de la consultation avec l'outil d'aide à la décision, si vous voulez, c'est une suggestion. Donc, on peut idéalement remettre l'outil avant la consultation ou pendant la consultation. On peut consacrer à l'information sur le dépistage une consultation dédiée. Alors, bon, je ne sais pas si vous avez la possibilité ou le temps. Je comprends tout à fait que déjà les sages-femmes consacrent énormément de temps par rapport à un gynéco, consacrent quand même beaucoup de temps à une consultation qui n'est jamais torchée en 5 minutes. Vous prenez vraiment beaucoup de temps pour avoir l'ensemble de la problématique de la femme. Alors, j'ai un collègue, lui, il est gastro et il fait ça. Il fait une consultation dédiée entière pour expliquer tous les dépistages qu'il y a à ses patients, côlon, col de l'utérus, mammographie, prostate, qui n'est pas un dépistage normalement recommandé. Bon, il faut disposer un peu de temps, ça prend bien 1 heure. Mais la consultation pourrait suivre 4 étapes principales, donc, qui sont les étapes classiques de la communication entre un professionnel de santé et le malade. Déjà, vérifier ce que la patiente sait. D'ailleurs, malade n'est pas le bon terme, puisque la femme qui vient vous voir, ça aussi, ayez bien en tête que la femme qui vient vous voir, a priori, n'a rien. C'est une femme asymptomatique à laquelle vous allez proposer un dispositif qui a des risques et qui peut potentiellement la rendre malade. Donc, il faut vraiment avoir en tête que c'est une personne saine qui vient vous voir, à laquelle vous proposez quelque chose qui n'est pas neutre. Donc, vérifiez déjà ce que la femme sait, ses connaissances à elle, à propos du dépistage mammographique. Partir de ce qu'elle sait pour délivrer les informations qui vous semblent pertinentes. Invitez ensuite la femme à y réagir. Qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires? Et puis ensuite, sur la base de l'outil, aider les femmes à imaginer chaque situation, si vous étiez dans le bloc dépistage ou le bloc non dépistage. Diapositive suivante. Et donc, je conclus là-dessus. Donc, des recommandations de communication. Le maître mot, c'est d'abord ne pas influencer. Je comprends que vous ayez vos convictions, c'est tout à fait, c'est normal, on est des humains, on n'est pas des robots, j'ai aussi les miennes, mais il faut essayer de rester le plus neutre possible, des fois c'est difficile. Exprimer à la femme toujours, il faut répéter, même si on passe un peu pour des perroquets, il faut exprimer à la femme qu'elle est libre de son choix, que l'opinion personnelle du soignant n'a aucune importance. Donc souvent, on est tenté, et souvent dans des consultations, moi j'entends des femmes qui viennent en me disant, bon, le professionnel m'a dit, il faut le faire. Bon, c'est vraiment pas le bon vocabulaire. Il faut expliquer que personne n'a la bonne réponse à la question, faut-il me faire dépister? Il y a peut-être un petit bénéfice, il y a des inconvénients, il faut expliquer et puis tenir compte des convictions personnelles de chaque femme et la conforter dans son rôle que la seule bonne décision, c'est la sienne. Lutter contre tout sentiment de culpabilité ou de peur, ça c'est un gros problème puisque les femmes, donc là il y a vraiment, elles payent un très lourd tribut à une communication qui est coercitive, qui est incitative. J'en veux pour preuve les mois d'octobre rose. Moi je trouve ça devrait être interdit, ces campagnes commerciales qui insufflent de la culpabilité et de la peur aux femmes quand elles n'ont pas fait leur dépistage. Elles osent à peine le dire et rasent les murs. C'est pas normal. Donc, il faut utiliser un langage approprié. Alors, ça, c'est sûrement ce qu'il y a de plus difficile. Pour moi aussi, c'est compliqué. On est souvent tenté de prendre des termes techniques. Par exemple, très souvent, je demande aux patientes, est-ce que vous avez des antécédents?
Mais toutes les personnes ne savent pas ce que antécédent veut dire. Donc, ça ne fait rien. Hein, vous recommencez, vous répétez en variant le vocabulaire. Hein, comme je vous dis, dans nos métiers, on parle beaucoup et on répète beaucoup. Hein, mais il faut le faire. On peut expliquer à la femme qu'il n'y a pas d'urgence, hein, on ne va pas se jeter sur elle. Si elle ne fait pas la mammo dans la semaine, elle la fera dans le mois, ou elle ne la fait pas, ou dans 2 ans. C'est vraiment, il n'y a aucune… Puisqu'il n'y a pas de symptômes. Il ne s'agit pas d'une femme malade. S'il y a un symptôme, c'est urgent. S'il n'y a pas de symptômes, on peut se donner le temps. Donc, un temps de réflexion personnelle, ou même familiale, ou même une consultation avec d'autres professionnels. Une seconde consultation peut être proposée, être utile. On peut partager d'autres sources indépendantes. Hein. Bon, il y a notre site, hein, évidemment, mais il n'y a pas que. Hein. Il y a le site du Task Force, hein, c'est un site canadien. Ils émettent des outils d'aide à la décision qui sont très utiles. Je cite celui-là parce que je connais bien ceux qui y travaillent. Et c'est des gens extrêmement sérieux. Et puis, il est francophone. Donc, les outils sont traduits en français. Donc, ça peut être utile. Revérifier donc la compréhension de la patiente, reformuler. Et quand vous terminez la consultation, il faut vraiment être réconfortant, encourageant, en disant qu'on reste à disposition pour répéter, pour éclaircir certains points, et éventuellement de refaire une deuxième consultation si besoin est. Donc, tout ça, évidemment, c'est dans l'idéal des cas. Encore une fois, je conçois que je pense que les sages-femmes sont, comme tous les autres professionnels de santé, débordées. Et c'est dommage parce que ça c'est des choses utiles, mais extrêmement chronophages. Voilà, mais je crois que c'était ma dernière diapo. Oui. Mais je vous remercie. Voilà. J'arrête le partage. Hop, pour qu'on puisse se voir. Et si jamais il y a des questions suite à cette présentation, n'hésitez pas, c'est le moment. Merci en tout cas beaucoup pour la présentation. Et puis, pour tous les participants, vous aurez le diapo à disposition après la visio. Il y a quelqu'un ? Je suis en visio. Tu parles bien fort. Je croyais qu'il y avait un intrus, mon mari. Tout va bien. Je vous écoute. Vous nous entendez là ? Oui. Oui. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que finalement, en santé publique, ce surdiagnostic, il coûte cher. Comment vous expliquez finalement que la recommandation, c'est la mammo systématique toutes les 2 ans? Ben oui, il coûte cher. Je pense qu'il y a plusieurs éléments qui font que les gens qui recommandent ça continuent. Alors, tout d'abord, en ce qui concerne l'Institut national du cancer, il y a un problème inhérent à leur mission. C'est-à-dire que l'Institut national du cancer a reçu 2 missions du législateur. Il est censé informer les femmes et il est censé augmenter la participation. Et ça revient tout le temps, dans tous les plans cancer, dans tous les plans décennaux. Inciter, il faut augmenter la participation, c'est une sorte de maître mot. Et donc là, vous comprenez bien que c'est antinomique. Soit de vous informer correctement, il y a des études qui ont été faites là-dessus, si vous informez correctement les femmes, la participation va chuter. Et si vous voulez augmenter la participation, évidemment, vous allez moins bien informer. Vous allez minimiser les risques et inconvénients par rapport aux bénéfices dont vous êtes persuadé. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est pour la communication de l'Institut national du cancer que je fustige beaucoup. Le deuxième problème, ce sont les conflits d'intérêts. Alors, ça fait toujours un petit peu complotiste de parler de ça, des conflits d'intérêts dans le dépistage mammographique et en santé, mais ils existent, ils sont là. Les conflits d'intérêts, il faut bien comprendre que ce n'est pas toujours que des conflits, que des intérêts financiers. Alors, la campagne d'Octobre Rose, elle est très mercantile, hein, c'est évident, hein, c'est une campagne commerciale. Donc là, il y a des liens d'intérêt entre les promoteurs, les sponsors, etc., qui crèvent les yeux. Mais vous entendrez souvent des leaders d'opinion qui passent à la radio, à la télé, qui promeuvent le dépistage. Donc, il y a déjà un problème, c'est que très souvent, en dépit de la loi, ils ne décrètent pas, ils ne déclarent pas les liens d'intérêt. Mais encore une fois, les liens d'intérêt ne sont pas forcément toujours financiers. Ils sont parfois académiques, universitaires.
Ce sont des gens qui sont amenés à faire des conférences à droite, à gauche, qui ont fait des publications, qui ont beaucoup publié dans les revues, des revues internationales, qui ont été invités ici et là pour parler. Donc, c'est très difficile. Il faut mettre, je compatis, hein, il faut arriver à dire, bah, écoutez, au bout d'un certain nombre d'années, j'étais convaincue, mais je me suis plantée, il faut faire machine arrière. C'est pas possible. Donc, on continue toujours, hein, encore. Et le dernier point, c'est qu'on continue parce que c'est une notion très contre-intuitive. Le slogan plus petit c'est, mieux c'est, il est intuitif. En une phrase, vous avez une vérité, plus on prend la maladie petite et mieux on se porte. C'est intuitif, mais c'est faux. Et donc, il y a un rapport de la Cour des comptes qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui demande à ce que la participation soit augmentée. Et c'est très. Et moi, j'étais effondrée parce que j'avais été auditionnée à la Cour des comptes avant l'émission, pour l'émission de ce rapport, et je suis allée avec le professeur Autier, qui est un éminent épidémiologiste. Donc, on a expliqué pendant 1 heure, on a expliqué à 3 hauts fonctionnaires pourquoi c'est contre-intuitif, mais le dépistage ne marche pas, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que la dynamique du cancer, la mécanique du cancer, elle est très complexe. Ce n'est pas une petite lésion qui va devenir forcément une grosse lésion et conduire à la mort. Il y a des cancers qui s'arrêtent de croître, il y a des cancers qui régressent. C'est ça qui fait le surdiagnostic. Par contre, les vrais cancers qui tuent, on les rate. Mais c'est tellement compliqué. Vous voyez, j'ai besoin là d'une minute entière pour essayer d'expliquer ça. C'est contre-intuitif. Donc, c'est plus facile de dire, écoutez, allez vous faire dépister. Voilà, c'est simple, tout le monde y va. On uniformise tout ça pour la population féminine et on ne se pose pas de questions. Voilà, je pense que tous ces facteurs-là expliquent pourquoi le dépistage mammographique perdure. Bon, maintenant, je dois dire, je trouve que la relation médiatique a été un peu temporisée depuis la concertation citoyenne. Je trouve qu'on a moins de… enfin, je ne regarde pas beaucoup la télé, mais il me semble quand même qu'on a moins des spots. Vous savez, avant, on avait des spots télévisés de l'association Le Ruban Rose, des trucs comme ça. Je trouve qu'on a moins. Et même l'Institut national de l'INCa, du cancer, commence à temporiser un peu sa communication, notamment sur la mortalité, puisque on sait que maintenant, on a invoqué 20% de mortalité, on sait maintenant que c'est beaucoup moins, et surtout ce gain de mortalité. Alors, on a bien une mortalité qui chute depuis les années 90, mais là, il y a beaucoup d'études récentes qui montrent que c'est essentiellement à 80% imputable au traitement, aux améliorations thérapeutiques, et le restant, c'est certainement imputable au fait qu'il y a des campagnes de vraie prévention qui ont dû marcher. De fumer moins, bouger plus, manger mieux, etc. Je pense que ça commence à avoir un impact. Voilà. Merci. Est-ce qu'on a une dernière question? Oui. C'était juste pour demander si on pouvait avoir le nom du site canadien. Ah oui, du site canadien. Alors, je vais d'abord vous donner le nôtre, n'est-ce pas? Donc, je ne sais pas si tout le monde le connaît. C'est Cancer Rose. Et donc, vous avez tout en bas, quand vous scrollez en bas, vous avez nos grands dossiers, et vous avez un site qui s'appelle Parlons Mammo. Quand vous cliquez dessus sur Parlons Mammo, vous avez plusieurs rubriques, et notamment une rubrique OAD. Et là, vous avez tous les outils d'aide à la décision qu'on a conçus, dont un qui est un petit illustré avec des illustrations un peu rigolotes, qui est très simple à proposer à des gens si vous avez l'impression que la personne elle a un peu du mal à comprendre. Donc, on a vraiment pour tout niveau, pour tout, toute une panoplie. Et donc, donc ça, c'est Parlons Mammo. Et le site canadien, c'est Cantask Force. Alors, Cantask Force, attendez, quand on tape, je vais regarder. Force pour vous. Voilà, oui, c'est ça. Canadian Task Force on Preventive Health Care. C'est le groupe d'études canadien sur les soins de santé préventifs. Et donc, vous avez des outils et ressources. Et donc, vous pouvez… alors, il faut, dans les barres de recherche, vous pouvez chercher donc, les outils d'aide à la décision pour la mammographie. Alors, il s'est passé une catastrophe au Canada, c'est que là-bas, la guerre de la mammographie, c'est terrible, elle est beaucoup plus belliqueuse que chez nous. Et donc, il y a des lobbies de gens qui font partie de structures de l'imagerie médicale et aussi des associations de patientes qui poussent très fortement au train pour
valider un dépistage à partir de 40 ans, ce qui est absolument pas recommandé parce qu'on alimente beaucoup, c'est encore pire, hein, les fausses alertes explosent, les biopsies, on n'arrête pas, le surdiagnostic explose aussi. Et donc, les chercheurs canadiens ont refait leurs recommandations. C'était un travail titanesque. Ils l'ont présenté à Oxford, à un congrès auquel j'ai participé. Et le problème, c'est qu'ils ont émis une non-recommandation pour les quadragénaires, ce qui était logique. Et sous la pression des lobbies, le ministre de la Santé canadien les a suspendus. Ça s'est tout simplement arrêté là. Donc là, ils essayent de voir s'ils peuvent continuer à travailler sous une autre forme, mais ils ont été tout bonnement suspendus. Donc, vous voyez, c'est pas du tout, j'exagère pas en disant qu'il y a vraiment une guerre entre des gens qui essayent de mettre en avant les évidences scientifiques et puis d'autres qui en vivent et qui en profitent. Et donc, ça va jamais s'arrêter. Donc, ce dépistage n'aurait jamais dû voir le jour, en fait. Il n'aurait jamais dû voir le jour. Il a été instauré beaucoup trop vite. On n'avait pas encore toutes les données. On savait que les premiers essais cliniques étaient biaisés, très fortement biaisés. Donc, il a été mis en place pour des arguments idéologiques. Maintenant, il est là. Donc, la médecine et la santé publique, c'est un peu un Titanic. Une fois qu'on a foncé dans le rocher, on ne fait plus machine arrière. Donc, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le fait qu'au moins que les gens soient informés dans quoi ils mettent les pieds. Ça me semble être le minimum. Qu'on soit pour, qu'on soit contre, pour moi, c'est même plus le problème. Mais j'aimerais bien qu'on arrive à un système où les femmes soient vraiment dûment informées et qu'on respecte leur choix. Il est 15, on va devoir accueillir. Est-ce que tu avais une dernière question? Oui, ma question c'était donc là, les résultats qu'on a vus ils concernent la population générale. Quand on est sur des femmes qui ont des facteurs de risque connus, C'est autre chose. en partie ou pas forcément génétiques, mais des antécédents familiaux, du coup, c'est comment on peut se positionner finalement? Tout se discute. Hein. C'est pour ça que c'est une discussion. Alors, quand il y a des antécédents vraiment très lourds et des antécédents proches, il faut peut-être demander une consultation oncogénétique, quand même, parce qu'il y a des scores. C'est le score des ING qui permet de juger en fonction des antécédents, du nombre des antécédents, de l'âge des personnes féminines atteintes dans la famille, de voir s'il faut quand même faire un dépistage, mais alors pas forcément par mammographie, hein, puisque c'est un rayonnement ionisant hein, qui est pas logique d'infliger à des gens qui seraient potentiellement vulnérables et à risque. À ce moment-là, c'est des prises en charge un petit peu individualisées. Ça peut se discuter, donc par échographie, par IRM, par palpation plus fréquente. Ça, c'est au cas par cas. Hein, là, on sort un petit peu du dépistage généralisé dont je parlais, qui était proposé aux femmes entre 50 et 74 ans. Bon, merci beaucoup. Voilà. Allez, Allez, merci de votre invitation. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Bonjour, docteur Ripo, Madame Judalet, est-ce que vous êtes connectée? Ah, bonjour, bonjour. Bonjour à On vous tous. voit et on vous entend. Bonjour à vous, merci d'être présente avec nous aujourd'hui. On va commencer très rapidement. Vous le savez, vous arrivez en deuxième sur ce webinaire. On a eu juste avant vous l'intervention du docteur Bourg de l'association Cancer Rose. Et donc, on a maintenant avec nous le docteur Ripo et Madame Judalet du CRCDC. Hop, le Centre régional de coordination des dépistages des cancers. Et je vous laisse la main. Normalement, vous pouvez partager si vous avez un diapo. C'est à vous. Alors, est-ce que vous voyez mon écran ou pas? Oui, très bien. Ok. Donc, du coup, c'est moi, le docteur Ripo, et du coup, ma collègue Gwenaëlle Judalet, qui est chargée de prévention au CRCDC, et notamment, plus particulièrement sur le 49. Alors,
Donc la présentation, elle va être en 2 parties. Donc au début, un focus sur le cancer du sein et puis ensuite, plus particulièrement sur le dépistage organisé et du coup ses limites. Alors concernant, le cancer du sein, donc un petit peu d'épidémiologie. Donc on sait que c'est, un cancer qui est, relativement fréquent puisque, une femme sur 8 sera touchée, par un cancer au cours de sa vie. Ce qui représente environ 61 914 nouveaux cas diagnostiqués en 2023, avec un âge médian de diagnostic de 64 ans. C'est aussi la première cause de décès par cancer chez les femmes en France, et ça représentait en 2021 12 600 décès par an. On sait que le taux de survie à 5 ans, c'est de 88%. Ça, c'est des chiffres qui ont été pris entre 2010 et 2015. Et on sait également que détecté à un stade précoce, c'est un cancer qui peut être guéri dans 99% des cas. Du coup, d'où l'importance du dépistage et à chaque âge, son dépistage, donc c'est-à-dire qu'à partir de 25 ans, les recommandations actuelles sont une palpation annuelle par un professionnel de santé. Donc, par professionnel de santé, on entend sage-femme, gynécologue et médecin généraliste. Plus ou moins une autosurveillance par la patiente elle-même. Ça, on va y revenir un petit peu après. Et également, à partir de 25 ans, c'est par des discussions avec le professionnel de santé qui, lui, déterminera s'il y a besoin de plus que ça dans le suivi, c'est-à-dire si la femme est plus à risque ou pas. En tout cas, s'il n'y a pas de facteur de risque identifié, à partir de 50 ans et jusqu'à 75 ans, il y a de recommander le dépistage organisé et qui est notamment par mammographie et examen clinique tous les 2 ans. Après 75 ans, donc on repasse dans le dépistage individuel, c'est-à-dire c'est avec discussion avec le professionnel de santé pour évaluer les risques et dans ce cas-là, plus ou moins, on poursuivra les mammographies de dépistage. Concernant l'autosurveillance des seins, donc on peut aussi appeler palpation, mais nous on préfère le terme d'autosurveillance parce que c'est plutôt ça qu'il faut entendre, c'est-à-dire avoir un peu le discours que les femmes apprennent à connaître leur sein et savent et qu'elles puissent savoir détecter quelque chose en fait qui change et qui n'est pas habituel, et que si jamais elles ont un doute, et ben elles puissent justement se rapprocher de leur professionnel qu'elles ont l'habitude de voir ou pas selon les créneaux de rendez-vous, mais qu'elles puissent consulter en fait quand il y a des signes qui les alertent. Voilà. Donc pour ça, il y a des outils qui existent, notamment l'association Know Your Lemons, et ça permet avec des images des citrons, de montrer un petit peu ce qui peut être vu et ce qui peut alerter et du coup faire consulter. Et donc, bien sûr, c'est pas parce que les femmes font l'autosurveillance qu'il faut qu'elles arrêtent de faire l'examen clinique tous les ans avec le professionnel de santé. Ensuite, donc, le dépistage organisé plus particulièrement. Donc, on va d'abord voir les modalités du dépistage, puis les intérêts de celui-ci, les limites et du coup les perspectives actuelles. Donc, comme je vous disais, le dépistage organisé du cancer du sein, il s'adresse aux femmes de 50 à 74 ans, c'est-à-dire qu'elles vont recevoir leur invitation jusqu'à leurs 74 ans, et c'est sur un rythme de tous les 2 ans. Elles reçoivent une invitation de la part de leur caisse d'assurance maladie, qui permet une prise en charge à 100% de la mammographie. Et le fait que ce courrier soit envoyé vraiment à toutes les femmes, ça permet un accès
égale pour toutes, c'est-à-dire que tout le monde va le recevoir. Elles n'ont pas forcément besoin d'aller chez un professionnel de santé pour avoir une prescription de cet examen-là. Il consiste en une mammographie et un examen clinique au cabinet de radiologie. Ce sont des radiologues qui sont agréés, c'est-à-dire qu'ils doivent attester d'une formation spécifique pour le dépistage. Ça s'appelle ForComed. Par rapport à la mammographie de diagnostic ou dans le cadre du dépistage individuel, là, dans le cadre du dépistage organisé, on a une double lecture des mammographies, du coup, par un second lecteur au CRCDC, donc là où nous, donc, sur les sites d'intérêt du dépistage, pour avoir un peu un ordre d'idée, sur 1000 femmes qui vont être dépistées, d'emblée, pour 926 d'entre elles, il n'y a pas d'anomalie qui va être détectée. Pour 74 femmes, il y aura une anomalie détectée dans le cadre du dépistage. Pour 66 femmes, il n'y aura pas de confirmation de cancer à l'issue du suivi ou des examens complémentaires. Et pour 8 femmes, il y aura confirmation d'un cancer. Donc, c'est-à-dire que sur les 1000 femmes qui ont été dépistées, 992 n'auront pas de cancer du sein détecté. Les avantages entre le dépistage organisé, donc nous on va mettre en abréviation DO, versus le dépistage individuel, donc en abréviation DI, c'est qu'on voit une baisse du taux de mortalité grâce à l'amélioration de la prise en charge thérapeutique, ce qui permet de voir que dans le cadre du DO, on a plus souvent des cancers qui sont au stade infiltrant localisé, donc 75 versus 66, qu'on a plus de chirurgie conservatrice que dans le cadre du DI, et également, du coup, moins d'atteintes à distance lors du diagnostic de cancer, c'est-à-dire soit envahissement ganglionnaire ou métastase, donc qui sont moins fréquemment présentes dans le cadre du DO. Et on a également moins de traitements par chimiothérapie que lors du dépistage individuel. Pour évaluer un peu tout ça, l'INCa a mené là depuis 2022 des travaux de modélisation pour justement estimer l'impact et l'efficience de la stratégie de dépistage organisé. Et en prenant du coup plusieurs facteurs. C'est un rapport qui est sorti là en mars 2026, qui est totalement accessible à tout le monde sur le site de l'INCa, et que si ça vous intéresse d'aller le lire, je pense que ça peut être intéressant. Donc dans ce rapport de synthèse, au niveau des grandes notions qui sont abordées, donc notamment entre 2004 et 2018, ils estiment que le dépistage en France, donc là pour le coup on parle de dépistage et du dépistage organisé et du dépistage individuel, il aurait permis d'éviter 23 000 décès, donc soit une baisse de 20% de la mortalité. Il est aussi démontré que on a du coup des diagnostics qui sont plus précoces et avec une réduction du nombre de cancers de mauvais pronostic. Il est également dit que plus en fait le dépistage commence tôt dans la tranche d'âge recommandée, donc c'est-à-dire plus vers 50 ans, et plus la diminution du risque ensuite est importante. Comme on témoigne ce chiffre-là, c'est-à-dire qu'on a une baisse de 40% de décès par cancer du sein si on débute le dépistage à 50 ans, et en le réalisant tous les 2 ans, comme sont les recommandations actuelles. Ce qui fait que actuellement, la balance bénéfice-risque est plutôt favorable pour le dépistage, et c'est un service rendu à la population en termes de santé publique, ce qui est confirmé par cette modélisation.
Concernant les limites qui sont à aborder en consultation, donc il y en a plusieurs. Le risque de faux positifs, de surdiagnostic et de surtraitement, la propension de cancer d'intervalle, de cancer radio-induit et actuellement l'âge de survenue des cancers dans la population. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Faux négatif, faux positif. Donc, faux négatif, c'est le résultat rendu par le dépistage est négatif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'anomalie qui a été détectée, alors que en fait, probablement qu'il y a quand même une anomalie, voire un cancer qui existe. Pour diminuer ce risque de faux négatif, c'est pour ça que la deuxième lecture a été mise en place pour justement permettre de réduire considérablement ce risque-là. Le risque de faux positif, c'est l'inverse, c'est-à-dire que il y a une anomalie qui a été détectée et après l'ensemble des examens complémentaires et du suivi, et bien finalement, il se révèle que l'anomalie qui est découverte, elle est bénigne. Et donc, c'est pas un cancer. Donc, là, dans ce cas-là, le dépistage est dit faux positif, c'est-à-dire qu'on pensait avoir dépisté quelque chose de malin et finalement, non. Donc, les autres limites, donc c'est le surdiagnostic et le surtraitement. C'est-à-dire que il arrive qu'on diagnostique et qu'on traite un cancer en fait qui n'aurait pas ou peu évolué, et que en fait l'état actuel des connaissances scientifiques ne permet pas de distinguer au diagnostic les cancers qui n'auraient pas eu une évolution de ceux qui vont évoluer. Et donc, actuellement, dans les chiffres, on est entre 8 et 20% selon les études et les modélisations qui ont été faites des cancers détectés, qui sont du surdiagnostic. Voilà. Et donc, ce surdiagnostic, de fait, il entraîne un surtraitement, c'est-à-dire que, comme l'ensemble des cancers détectés est pris en charge et traité, et ben, on s'entraîne un surtraitement. Pour essayer de pallier à ça, il y a de la recherche qui est en cours pour essayer de trouver soit des biomarqueurs ou des choses qui pourraient permettre d'en effet de repérer et du coup de ne pas traiter ces cancers qui n'évolueront pas. Mais pour l'instant, on n'a pas encore de réponse à ça. Mais la Haute Autorité de Santé est en faveur du DOCS à partir de 50 ans, enfin, estime que la balance bénéfice-risque est en faveur du DOCS. Alors, DOCS, ça veut dire dépistage organisé du cancer du sein. Alors, les cancers d'intervalle, qu'est-ce que c'est? Les cancers d'intervalle, c'est une femme fait son dépistage tous les 2 ans et en fait, entre ces 2 dépistages, il va y avoir un diagnostic d'un cancer qui soit n'était pas présent ou soit n'avait pas été vu sur la mammographie de dépistage. Et au niveau des chiffres, c'est environ 17% des cancers, des cancers diagnostiqués chez les femmes. Ces femmes-là ont eu un cancer dans les moins de 2 ans. Donc ça montre que, en effet, toutes les femmes n'ont pas le même risque de cancer du sein et que certainement que le rythme de 2 ans n'est pas suffisant pour ces femmes-là. Concernant les irradiations et du coup les cancers radio-induits, donc ils sont actuellement très rares. Là, on vous a mis une flèche,
un diagramme pour montrer un petit peu où la mammographie se situe par rapport aux autres sources d'exposition aux rayons. Et donc là, pareil, pour se donner un peu un ordre d'idée, une femme qui suit les recommandations actuelles et qui fait ses mammographies tous les 2 ans entre 50 et 74 ans, on estime qu'elle réalisera 13 mammographies et que l'exposition aux rayons ionisants, ça représentera alors un quart de celle provoquée par un scanner abdominopelvien. C'est pour donner un peu un ordre d'idée sur l'exposition. Et du coup, malgré ce risque d'exposition aux rayons, la balance bénéfice-risque est quand même en faveur du dépistage organisé. Donc concernant l'âge de survenue du cancer du sein, donc on voit que depuis plusieurs années, on a une augmentation de l'incidence des cancers du sein en France, qui est toujours en augmentation, mais qui s'est un peu ralenti depuis 2010. On est à plus 0,3% par an. Donc là, c'est des courbes en fonction des âges. Donc pour la tranche d'âge du dépistage organisé, c'est 50-74 ans. Et dans cette tranche d'âge, ça correspond à 57% des cancers qui ont été diagnostiqués en 2023, enfin sont dans cette tranche d'âge-là. On voit aussi une hausse considérable des cancers sur les tranches d'âge autour de l'âge du dépistage organisé. Donc, par exemple, 14% des cancers diagnostiqués en 2023, les femmes, elles avaient entre 40 et 49 ans. Et pour 24%, elles étaient âgées de plus de 74 ans. Donc là, c'est une augmentation qui est vue actuellement. Et donc, c'est pour ça que l'HAS a été saisie cette année et doit rendre une réponse en fin d'année ou début d'année prochaine pour voir si on élargit ou pas les bornes d'âge du dépistage. Concernant les perspectives, et donc là, les taux de participation actuels et la diminution de mortalité. Donc, Pays de la Loire, pendant longtemps, on a été la première région de France sur les taux de participation. Mais là, depuis plus de 10 ans, on voit une nette diminution du taux de participation. Là, on est sur les derniers chiffres, on est à 52,4% de taux de participation. Il y a d'autres études qui ont montré que le taux estimé de réduction de mortalité avec dépistage versus l'absence de dépistage en France, c'était de 23%. Donc, ce qui permet de dire que si on avait le taux de participation de 70%, qui est l'objectif de la stratégie décennale des cancers, et ben le dépistage permettrait d'éviter environ 2000 décès par an en France. Donc, c'est vraiment dans les objectifs. Pour aussi limiter les rayons perçus par les patientes, on a vu au fil des années une évolution sur les technologies utilisées. Donc, c'est-à-dire qu'au début, on était sur des appareils de mammographie type analogique, donc avec des rayons X, l'image est enregistrée sur des films, et le radiologue pouvait lire seulement sur les films. Après sont apparus les mammographes plutôt numériques, et où l'image était d'abord captée sur une plaque, puis après transformée en image numérique. Et depuis 2008, on a ce qu'on appelle les numériques DR, donc là où directement les rayons sont captés par un détecteur et en fait le radiologue peut lire quasiment immédiatement les images sur la console. Donc ces nouvelles techniques, ça permet une augmentation de la détection des cancers par rapport aux techniques plus anciennes. Donc les analogiques, de fait, sont interdites dans le dépistage depuis 2019.
Et en Pays de la Loire, on n'a plus de numérique CR depuis 2021, donc on est vraiment sur les dernières technologies pour permettre une meilleure détection des cancers, en tout cas sur la région, pour tous les appareils qui sont en circulation actuellement. Alors, il y a d'autres technologies qui ont fait leur apparition, et notamment ce qu'on appelle la tomosynthèse, qui est une évolution de la mammographie numérique. Et en fait, ça permet une vision en coupe du sein, c'est-à-dire qu'avant, on était sur une image en 2 dimensions. Et donc là, il y a plusieurs images qui sont prises pour permettre d'avoir une image en 3D. Les avantages de cette technique, c'est que ça permet une détection des plus petites lésions, donc d'être plus précis dans la détection. De fait, ça réduit les faux positifs. Mais l'inconvénient, c'est que ça expose les patientes à une dose de rayons plus élevée. Donc, suite à l'apparition et à l'utilisation de plus en plus fréquente par les radiologues de cette tomosynthèse, il y a eu une demande qui a été faite pour le rajouter au cahier des charges de dépistage organisé. Alors, pas quelque chose qui est obligatoire, mais qui est fait dans quand même pas mal de centres actuellement par les radiologues. Donc, c'est possible de l'utiliser, c'est pas obligatoire de l'utiliser dans le dépistage organisé, mais on voit quand même une tendance à ce que les radiologues actuellement l'utilisent de plus en plus. Et donc, dans ces cas-là, ils font et des imageries en 3D et des imageries en 2D. Mais par contre, la seconde lecture, elle est faite que sur les images en 2 dimensions. Dans le cadre du dépistage, on parle aussi de l'échographie mammaire. Donc, dans le cadre du dépistage, c'est vraiment l'examen clinique et la mammographie en systématique. L'échographie, elle sera faite que si on a une densité élevée au niveau des seins. Donc, sur les seins extrêmement denses, la mammographie ne permet pas toujours de voir toutes les lésions. Et donc, dans ces cas-là, les radiologues font une échographie. Bien sûr, l'échographie, elle est faite aussi s'il y a un doute sur des images, sur des anomalies, un doute qui a été vu sur la mammographie. Et donc, dans ce cas-là, ils font une échographie en complet. Dans les perspectives, on a aussi une étude qui s'appelle MyPEPS. C'est une étude internationale qui a recruté entre 2019 et 2023 53 000 participants dans 6 pays, dont la France, et notamment la Loire-Atlantique fait partie des centres où il y a eu des recrutements de femmes. Donc, c'est des femmes qui ont entre 40 et 70 ans, et donc c'est pour permettre de comparer le dépistage organisé comme il est fait actuellement, donc tous les 2 ans, avec un dépistage personnalisé au risque en fait individuel selon un niveau de risque en fait qui est calculé selon l'âge des patientes, la densité mammaire, les antécédents personnels et familiaux, et des facteurs aussi génétiques qui sont étudiés via un test salivaire. Et donc, ce niveau de risque qui est calculé, ça permet de classer la femme en 4 niveaux de risque, et donc ainsi de définir une surveillance plus adaptée à chacune. Donc, les bas risques, ce serait une mammographie tous les 4 ans, risque modéré, une mammographie tous les 2 ans, risque élevé, une mammographie tous les ans, et risque très élevé, une IRM et une mammo tous les ans. Donc là, on est encore actuellement en phase d'étude, et donc les résultats, normalement, devraient sortir l'année prochaine. Donc là, ça permettrait d'être plus individualisé. Pour vous aider dans votre pratique, il y a de multiples outils qui existent. Donc, dans un premier temps, déjà, le dépliant de l'INCa qui est envoyé à chaque patiente de son premier dépistage. Donc, elle le recevra à la maison. Et donc, il y a notamment quasiment tout, les cancers d'intervalle, sur diagnostic, sur traitement, qui sont aussi abordés dedans. Pour les personnes qui ont soit des déficiences ou un niveau de compréhension un petit peu plus un peu moins important,
il y a ce qu'on appelle les documents FALC. Donc, c'est facile à lire et à comprendre et donc qui permettent, avec des schémas, d'expliquer un petit peu plus facilement le parcours de la femme. Pareil, pour Santé BD, ça permet de s'adapter à chaque handicap, à chaque déficience et d'être un petit peu plus imagé quand on veut expliquer le parcours. Et puis bon, ensuite, des affiches. Nous, on a un site internet où pareil, qui regroupe pas mal de ressources que vous pouvez trouver, des outils qui peuvent aussi renvoyer vers l'INCa ou autre. On retrouve aussi la liste des radiologues agréés pour le dépistage. Après, maintenant, ça a été repris par la CPM, donc c'est en lien les deux outils. Voilà, et puis du coup, on vous a remis aussi nos coordonnées en fonction des différentes antennes, parce que c'est vrai que Sèvres-Moine, nous êtes un peu au milieu de 3 départements, même si c'est plutôt le Maine-et-Loire, mais bon, le 85 et le 44 sont pas très loin. Voilà. Merci beaucoup. Hop, c'est vous qui avez partage d'écran, en fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Et pour ceux qui sont en visio aussi, n'hésitez pas à lever la main et bien ouvrir votre micro. Ouais, s'il y a des questions après, il ne faudra pas hésiter à revenir vers nous aussi par mail, on pourra rapporter des réponses et même partager le diaporama si besoin. Très bien, oui, ça marche. Oui, pourquoi pas pour le diaporama, ça pourrait être intéressant de le transmettre à tous les participants. Merci. Récupérer les sources. Mhm. Une des difficultés qu'on a nous dans notre secteur, c'est les délais de rendez-vous pour les mammographies. Et est-ce que ça, il y a des perspectives? Est-ce qu'avec ces nouveaux outils, est-ce que par exemple les radiologues travaillent avec plus d'assistants médicaux? Est-ce que l'IA, est-ce qu'il y a des perspectives pour pouvoir c'est vrai raccourcir les en effet, sessions on n'est pas rentré dans le détail parce qu'on n'avait que entre guillemets 20 minutes de présentation. C'est vrai qu'on peut pas non plus tout aborder. En effet, alors par rapport aux assistants médicaux, pas trop, mais il y a en fait, ce qui est compliqué entre guillemets dans le dépistage organisé, c'est qu'en fait, on est régi par un cahier des charges, donc qui permet de fixer les règles et que justement, voilà, tout le monde soit sur le même cahier des charges. Et donc, dès qu'on veut faire des choses qui sortent un peu du cahier des charges, il faut des dérogations, il faut des accords par l'ARS, puis par l'INCa, puis par plus la DGS. Enfin, bon, voilà, il y a toutes les strates. Donc ça prend du temps, mais en tout cas, il y a des protocoles de délégation. En effet, c'est surtout sur l'examen clinique. Donc, est-ce que ça sera accepté? Ça, on ne sait pas, mais notamment dans le 85, pour qu'en fait, ce soit les manipulateurs radio qui fassent les examens cliniques et du coup, pour permettre que cette partie-là soit déléguée et donc permettre d'essayer d'en faire plus. Sur l'IA, ça, je pense que ça va arriver aussi sur les prochaines années, notamment actuellement dans les études, ce qui a été prouvé pour avoir un intérêt, c'est dans le triage entre guillemets. Donc, c'est-à-dire que c'est une fois que la première lecture a été faite pour voir quels dossiers vont passer en deuxième lecture et donc permettre qu'il y ait du coup moins de dossiers en deuxième lecture. Actuellement, il y a déjà de l'IA dans certains centres. En Maine-et-Loire, c'est surtout sur Saumur qu'ils l'utilisent, eux pour la N1. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui est obligatoire, qui est systématique. Ils n'ont pas le droit de le faire, de faire que ça. Ils sont obligés de le relire aussi. Donc, c'est eux une aide à la pratique. Mais en effet, je pense que c'est des perspectives pour l'avenir, ça c'est sûr. Hein. Mais bon, pour l'instant, c'est former les nouveaux radiologues aussi, pour leur donner envie de faire de la scénologie. Ouais. Ça, c'est la deuxième problématique en Pays de la Loire, c'est-à-dire que le pool de radiologues qui fait de la scénologie est assez bas par rapport aux autres régions. Et du coup, il faut qu'on réussisse
à les attirer vers la scénologie et à ce qu'il y en ait plus qui soient formés, quoi. Mais oui, non, mais c'est sûr que la problématique d'accès, elle est assez compliquée. C'est vrai que sur Angers, ça va. Sur Cholet, ça, c'est pire. Et la Vendée, Et puis la Vendée, c'est la cata, ouais. Donc pour l'instant, voilà, c'est plutôt envoyé vers Angers, où il y a des délais de rendez-vous qui sont dans les 3 prochains mois, avec une ouverture de créneau une fois par mois à peu près. Ils affichent le jour d'ouverture de créneau et les femmes sur le groupement d'imagerie médicale angevin peuvent trouver des rendez-vous rapidement. Mais ça oblige effectivement d'aller de Sèvres-Moine à Angers. Dans notre secteur, on voit que de plus en plus les sages-femmes ont un rôle dans la prévention. Est-ce que les sages-femmes, vous pouvez vous prescrire des bilans aussi mammographiques? Et est-ce que en termes de suivi derrière, quand il y a un cancer, vous nous les renvoyez ou vous pouvez rentrer aussi dans un parcours de prise en charge? Non, Par contre, est-ce que le rôle des sages-femmes a augmenté le fait que il y ait une application et une surveillance un peu plus importante? Alors, c'était plutôt au niveau des statistiques, parce que c'est une vraie évolution dans notre. C'est qu'il y a vraiment une augmentation de la répartition des sages-femmes qui s'impliquent de plus en plus dans le dépistage. Et est-ce que c'était quelque chose qui avait pu être un peu un effet positif avec. J'ai l'impression que notamment par rapport à des choses assez intimes, ben, de temps en temps, les femmes elles vont aller plus facilement vers vous sur certains examens comme ça. Et est-ce que ça fait partie des choses qui peuvent augmenter le dépistage, l'implication des sages-femmes un peu plus importante? Alors, c'est une bonne question. Je sais pas si ça a été étudié certainement. Enfin, j'avoue que là, moi, je j'ai pas cette notion-là, mais ça pourrait valoir le coup, en effet, de regarder s'il y a des études sur ça. Après, je pense que, en effet, chacun a son rôle à jouer dans le dépistage et aussi sur l'examen et savoir le proposer et savoir. Après, chacune va recevoir l'invitation chez elle. C'est après, est-ce qu'elle s'en saisit et elle va jusqu'au bout de la démarche? Parce qu'en effet, comme la prise de rendez-vous est difficile, ben, ça, pour le coup, on sait que souvent, elles vont essayer une fois et puis si elles n'y arrivent pas, ben, plus facilement abandonner cette prise de rendez-vous. Mais sur la question. On n'a pas l'origine de la personne qui a prescrit, on n'a pas la profession de la personne qui a prescrit un dépistage individuel. Après, je pense que orienter vers le dépistage et essayer d'amener au dépistage organisé, après, c'est tout professionnel. Effectivement, les femmes vont plutôt avoir un suivi aujourd'hui vers la sage-femme pour faire le suivi gynécologique, même annuel, qu'il n'y avait pas avant. Il y a quelques femmes qui ne savent pas qu'elles peuvent aller voir des sages-femmes, mais le message commence à vraiment bien passer pour le suivi gynéco chez la sage-femme. Du coup, moi j'avais une question par rapport à, donc vous savez qu'on a eu 2 interventions là aujourd'hui. Avant vous, on a vu Cancer Rose, donc du coup, bah, qui a un positionnement un peu différent sur la question. Voilà, nous après, on va donner un discours aux femmes et puis qui vont devoir s'en saisir, faire leur choix. Comment enfin, vous vous positionnez forcément en tant que CRCDC, donc c'est difficile d'avoir un regard, mais quel pourrait être votre regard critique justement sur le dépistage organisé en regard des éléments de publication scientifique que peut nous donner Cancer Rose, des études Cochrane, etc. Alors, sans avoir une présentation, c'est difficile de répondre parce que forcément, on va pas. Et puis que ben, nous, en effet, notre cœur de métier, c'est de promouvoir, de former et justement d'amener le dépistage au maximum de personnes et notamment nous, dans nos prérogatives, on a aussi tout ce qui est action d'aller vers, donc justement d'aller promouvoir ce dépistage auprès de patientes qui n'y ont pas accès ou qui donc voilà, c'est sûr que en effet, je pense que c'est surtout une décision éclairée de la part des patientes, c'est qu'elles arrivent chacune à se faire leur propre opinion, mais voilà, pour voir le nombre quand même parce que quand même sur si on donne un peu des chiffres
comme ça, parce que nous, on reprend en fait tous les ans tous les cancers du sein qui sont passés en réunion de concertation pluridisciplinaire là, avec Oncopé. En fait, on a la liste de tous les dossiers et après, on regarde ceux qui ont été détectés dans le cadre du dépistage organisé ou ceux qui ont été détectés d'une autre façon. Et quand même, là, actuellement, le principal mode de diagnostic, c'est le dépistage organisé. Donc, voilà. Après, de donner une possibilité à chaque femme aussi, le fameux courrier qui est envoyé à toutes, pour éviter qu'il n'y ait qu'un type de population qui puisse accéder et aux médecins généralistes et aux sages-femmes. Alors, on sait aujourd'hui que tout le monde n'a pas accès à l'information. Et du coup, le courrier permet de faire un premier pas vers ce dépistage. Et moi, quand je vois sur les ateliers que je peux proposer, on cache pas, on parle effectivement, là, tout le monde me dit, et les radiations, donc oui, on en parle. Et après, pour que chacune puisse prendre leur propre initiative d'aller au dépistage ou pas. Aujourd'hui, moi, la plupart des freins que les femmes me portent, c'est la peur du résultat et pas pouvoir y aller, parce qu'effectivement, c'est loin pour certaines femmes. Pardon. Et donc voilà, cette peur du diagnostic. Et est-ce que je suis en capacité de recevoir un diagnostic? J'ai plutôt une femme qui me dit que elle n'était pas assez bien pour entendre qu'il y a une anomalie. Moins sur la peur en fait de la machine que ces peurs du résultat. Et souvent, ce qui se cache derrière, c'est que toutes les questions que les femmes se posent, c'est vraiment, je pense, une peur de résultat aussi, quand on creuse un petit peu leurs inquiétudes. Mais voilà, on parle ouvertement, voilà, effectivement, et on peut faire une mammographie et avoir un cancer 6 mois après. On peut très bien passer une mammographie et ne rien avoir, et passer des mammographies tout au long de sa vie et ne jamais rien avoir. C'est difficile de répondre à votre question. Mais le retour des femmes qui, effectivement, ont passé une mammographie et on a trouvé quelque chose, elles sont plutôt à dire heureusement que je l'ai fait. Voilà. Mais tout en disant. La question, c'est en tant que professionnel de santé, ayant des discours différents, que ce soit du centre de dépistage, cancérose, ou même nous, quand on est formé, par exemple, avec des gynécologues, en fonction de avec qui on va être formé, les discours sont différents, parce qu'il faut faire un dépistage. Donc, c'est vraiment de se dire, en population générale, est-ce qu'il y a un bénéfice en santé publique à faire du dépistage quand on peut voir l'impact que pourraient avoir des surdiagnostics? Là, c'est ce que, du coup, on a essayé d'axer la présentation sur ça, et notamment là, avec le rapport de l'INCa là, qui est sorti en plus récemment, puisque ça date de mars 2026, donc c'est quand même un rapport assez récent. Et eux et l'HAS, en effet, c'est plutôt une balance bénéfice-risque favorable. Et là, on est même actuellement en train de voir pour élargir les bornes. Donc, c'est vrai qu'en impact de santé publique, on est plutôt, en effet, sur oui pour le dépistage. Puisque là, la question, c'est même d'élargir les bornes d'âge. Donc, du point de vue du professionnel de santé, oui, on est plutôt sur le promouvoir. Ce que je trouve intéressant dans ce que vous avez proposé à la fin, là, l'étude MyPeps, c'est justement que c'est beaucoup plus individualisé et qu'en population générale, on sait qu'on aura du surdiagnostic, du surtraitement, etc. Voilà, donc on peut espérer que ça limite peut-être un petit peu ça, le fait d'individualiser davantage les parcours. Et en effet, comme disait Dr Guérin, que le fait avec l'IA, tout ça, ça peut permettre aussi. Les technologies aussi évoluent et on voit bien, comme on travaille avec les mammographes, que le but c'est d'avoir une détection plus fine et que ce soit. Alors certaines fois, ça va être plutôt aller vers la surdiagnostic, mais c'est surtout que les images soient plus précises et de permettre de justement mieux différencier ce
ce qui peut être bénin de ce qui peut être malin. Après, nous, pour être au quotidien avec les radiologues, ceux qui font la seconde lecture, c'est vraiment des radiologues qui sont très expérimentés. Et la scénologie, c'est pareil. Enfin, ils sont pas non plus beaucoup. Donc, ce qui est dommage parce que du coup, on a des difficultés d'accès. Mais c'est vraiment des personnes qui font beaucoup de scénologie, donc ont une expérience et une formation. Et le fait d'avoir le dépistage organisé, ça permet aussi une qualité du programme. C'est-à-dire que nous aussi, on vérifie que les machines qu'ils utilisent, ils fassent bien leur contrôle, qu'elles soient bien aux normes. Il y a aussi tout ce côté-là qui... Il n'y aurait pas si on était qu'en dépistage individuel. Ouais, il y a aussi une vérification de tout ça, en fait, pour justement rester dans une qualité du programme et voilà. Pour les surdiagnostics, vous avez parlé de 8 à 20%. C'est selon les études, certaines annoncent 8% et d'autres annoncent 20%, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça fait une grande marque. Oui, mais en fait, c'est toujours pareil. C'est que comme c'est des modélisations, ben c'est toujours compliqué d'être avec un chiffre précis parce que c'est pas du rétrospectif ou du. Et s'il y a les dernières questions, il est 14h, j'ai laissé courir un peu les échanges. Et sinon, il sera temps de libérer nos intervenantes. C'est bon dans la salle, en vidéo aussi. Très bien. Bon, ben, je vous remercie pour votre présence. Merci. 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 Au revoir.